Bienvenue sur la masterclass série B2B de la Factory Marketing.com. Je suis Julien de l'équipe Digital 113, je suis le graphiste multimédia du cluster et je vais juste vous rappeler rapidement ce qu'est une factory pour les nouveaux qui nous rejoignent. C'est un groupe de travail piloté par les adhérents de Digital 113 qui sont spécialistes du domaine et qui mettent à disposition leur expertise sur les thématiques du marketing et de la communication. Et ce groupe de travail, en fait, il se réunit régulièrement pour identifier les besoins et les attentes des entreprises adhérentes, avec pour objectif d'informer et de favoriser une entraide au sein du réseau. Avant de débuter, quelques petites informations utiles. Alors, tous les micros sont coupés en début de visio et juste à la fin de la présentation, il y aura une session de questions et de réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et Alexandra et Lionel y répondront à la fin de la présentation. Je vais présenter rapidement l'équipe. Les copilotes de la Factory, donc il y a Émilie Christ qui travaille chez Nimbus, Agathe Rouvière de Inforsud Technologies, Alexandra Sommer de Creative and Thinking et Lionel Margel de My Digital Spirits. Donc aujourd'hui, vous êtes sur la masterclass, la stratégie de contenu, et je vais vous présenter rapidement l'agenda avec les prochaines dates. Donc aujourd'hui, c'est la stratégie de contenu. Après, on va passer de niveau, on va passer au niveau expert avec la prochaine date qui sera le 1er juin, qui sera sur le plan marketing, et le 6 juillet avec les outils du marketing. Mais je passe la main à Lionel et Alexandra pour cette présentation donc, sur la stratégie de contenu. Alexandra, ladies first, je te laisse te présenter. C'est bien aimable. Bonjour à tous. Donc pour ceux qui assistent à cette première masterclass, parce que c'est quand même une longue série, donc normalement, si vous avez assisté à d'autres épisodes, vous nous connaissez un petit peu maintenant, mais pour ceux qui sont un peu nouveaux dans la série masterclass de la Factory Marketing, je suis donc Alexandra Sommer. Je suis ravie de partager avec vous toute l'expertise marketing que nous avons au sein de la Factory, aux côtés de Julien et Lionel. Donc, pour me présenter rapidement, donc moi je viens du monde du software et du service, puisque j'ai passé une vingtaine d'années au service d'éditeurs français et étrangers. Et depuis 2018, je dirige Creative and Thinking, qui est une agence de marketing B2B dédiée au monde de l'IT. Et aujourd'hui, nous accompagnons des startups dans la définition de leur stratégie marketing à déclinaison opérationnelle, éditeurs étrangers qui n'ont pas de présence marketing en France. Voilà pour ma part, on est présent à Paris et à Montpellier. Et toi, Lionel ? Merci Alexandra. Donc j'ai aussi le plaisir d'accompagner depuis maintenant plusieurs mois l'équipe des copilotes de la Factory Digital, marketing et communication, pardon. Julien et Alexandra, mon alter ego. Donc moi je suis le cofondateur et dirigeant de My Digital Spirit, qui est une agence digitale dédiée au vertical des acteurs de la distribution informatique B2B. Donc et je suis aussi au sein de mon organisation, enfin un des métiers de ma société est aussi d'être éditeur d'une solution e-commerce dédiée à ces mêmes acteurs. Et en parallèle, je suis consultant senior en transformation digitale. J'accompagne les entrepreneurs de toute taille, plutôt dans ce secteur-là, mais d'autres aussi, sur les processus de transformation digitale et d'innovation au sein de leurs organisations. Voilà. Ben, c'est à toi, je crois que c'est toi qui veux faire c'est moi qui parle. Allez, j'y vais. Allons-y. Alors, la stratégie de contenu, c'est un vaste sujet très important. Je ne veux pas dire que certaines factories, certains épisodes que l'on a fait dans notre factory sont plus ou moins importants, mais quand même la stratégie de contenu, c'est quelque chose qui est très important, d'actualité, est un levier juste très important. Et c'est démontré par un certain nombre de chiffres, comme vous voyez sur cette slide. 70% des marketeurs investissent dans le marketing de contenu, donc ce n'est pas quelque chose de complémentaire à une stratégie plus globale, donc ça devient quelque chose qui est déployé vraiment dans
toutes les stratégies marketing. Ça revêt un certain nombre d'importance. 60% des marketeurs considèrent que le contenu est extrêmement important dans la stratégie. Ce n'est pas un accessoire, c'est vraiment quelque chose qui devient un levier très important, mais qui doit se déployer avec méthodologie. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, il est 62% moins cher que la publicité normale et qu'il est surtout très efficace et qu'il amène beaucoup plus de leads. Donc, c'est un levier du marketing digital qui est vraiment très, très important. Hop, pardon, ça ne marche pas. Voilà. Alors, évidemment, la stratégie de contenu, c'est la brique qui est au cœur de l'inbound marketing. Donc, en fait, une stratégie de contenu qui attire un prospect ciblé avec sa permission, et c'est ça qui est très important, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher des clients sans leur permission. La stratégie de contenu va permettre justement de commencer à mettre en place une démarche conversationnelle, mais qui vient directement de la part du client après avoir consommé un contenu que nous, on lui a proposé. Et du coup, l'objectif de l'inbound marketing, c'est de faire maturer cette relation pour transformer ce prospect, ces prospects, ce suspect, ensuite ce prospect, vers le statut de client, c'est-à-dire qu'ils deviennent clients de l'entreprise. Donc, évidemment, la stratégie de contenu, c'est une brique essentielle du modèle de l'inbound marketing. Nickel. Oula, je vais aller un peu vite. Donc, comme le disait Lionel, l'inbound marketing, c'est fondamental. Et en tout cas, on parle d'inbound marketing depuis que l'on parle stratégie digitale, puisque l'inbound marketing fait partie intégrante, en tout cas est au cœur de toute stratégie digitale. Et comme on l'avait dit la dernière fois, quand on a fait la masterclass autour de la stratégie digitale, on ne peut pas envisager de stratégie digitale si on ne parle pas stratégie de contenu. C'est fondamental, les deux fonctionnent ensemble. Et toute l'idée de la stratégie digitale, c'est bien, en tout cas en inbound, de mettre à disposition de ses clients, de ses prospects, des contenus pour les faire venir à soi, pour les faire convertir dans tout le funnel d'acquisition. Et donc, une communication efficace et pertinente sur les réseaux, c'est quand on adapte ces supports en fonction de ce que l'on cherche à véhiculer comme message. C'est en général une stratégie plutôt long terme parce que il faut s'armer de patience et de régularité pour pouvoir attirer ces contacts. Et puis, on verra un petit peu après qu'il y a un funnel. Il y a un funnel d'acquisition dans lequel, en fonction de la maturité du client, en fonction de sa conscience, de la conscience qu'il a de la problématique à laquelle il veut répondre, eh bien, il y aura des contenus plutôt comme ci, plutôt comme ça. Évidemment, qui dit stratégie digitale, stratégie de contenu, dit forcément réseaux sociaux, dit forcément site web et dit forcément blog. C'est-à-dire qu'il y a une petite dimension un peu supplémentaire qui n'est pas ici, qui est toute la partie presse. On est aussi, quand on fait de la rédaction de contenu, on est aussi à visée journalistique, mais dans ce contexte-là, il vaut mieux être un peu accompagné par une attachée de presse ou par des personnes qui ont en tout cas un lien très étroit avec l'écosystème. Et donc, pour mettre en place une stratégie de création de contenu, on a de la rédaction web de contenu. Donc ça, c'est pareil, on n'écrit pas pareil pour le web ou pour un livre blanc ou quand on fait une fiche produit ou que sais-je. Et il faut bien s'armer et en tout cas rédiger des contenus en fonction de si c'est un article de blog, si c'est un e-book, si c'est un livre blanc, une infographie, un avis d'expert, etc., etc. Les résultats, comme je le disais, sont longs. Et quand on a du LinkedIn, donc on est évidemment sur des supports à dominante digitale. Donc il y a tout ce qui est vidéo, infographie, carrousel. C'est ce que vous devez privilégier sur LinkedIn, mais pas que. Il y a les groupes de discussion dans lesquels vous devez participer, vous devez échanger, des commentaires, l'actualité de marché, etc., etc. Sur Twitter, qui est très clairement, on est sur le Pareto, la loi des 80-20, donc en général, on a 80% de retweets marché. Il y a très peu de tweets entreprises, en tout cas dans les bonnes pratiques. Après, il y a des gens qui font des choses, mais dans les bonnes pratiques, on est plutôt sur du retweet marché pour suivre les influenceurs.
Il y a le blog. Donc, le blog, c'est l'entreprise, c'est votre vie interne, vos articles, vos prises de position, un extract d'un livre blanc, etc. Et puis, tout ce qui est position sur le marché. Et enfin, votre site web, il a 2 objectifs. Votre site web, donc on parle de marque employeur, mais ce serait plus généralement de notoriété. Donc, vous avez des contenus qui doivent viser l'ADN de l'entreprise. Et quand on est dans de la marque employeur, l'information au candidat, c'est-à-dire qu'on parle d'expérience candidat maintenant, donc il faut accompagner par des contenus à valeur ajoutée toute cette, en tout cas ce process de candidature. Et puis il y a ce qu'on appelle la lead gen, donc où là on propose du contenu gratuit pour faire venir, et une fois que vous avez embarqué des visiteurs, eh bien il faut les convertir, et donc on leur propose de télécharger des choses en fonction de ce que l'on veut récupérer comme information. Et puis, on avait parlé il y a quelques semaines maintenant, lors d'une masterclass autour du persona. Donc, pour aller plus loin, il y a le buyer persona, celui qui va acheter. Donc, quels sont les contenus types et les outils pour le cibler? Donc, le persona, c'est votre petit smiley au milieu. On va essayer de le capter par le SEO. Alors là, on ne le cite pas lui directement, on est dans de la masse. Quand on fait du SEO, quand on fait du réseau social, on est évidemment dans de la masse. Le blog, c'est pareil. Mais l'idée, c'est de mettre à disposition de ce client une multitude de contenus pour qu'il puisse arriver sur votre site web et ensuite convertir. Alors, quand on arrive sur le site web, on est plutôt sur... là, il est arrivé chez vous, il faut absolument que l'on puisse lui mettre des contenus pour qu'il puisse vous donner ses coordonnées, évidemment. Et en B2B et en particulier dans l'IT, on utilise toutes ces techniques pour attirer, mais il faut bien accompagner votre persona en mettant en place des call to action, donc on en avait parlé tout à l'heure, pertinents, incitants, des études, des livres blancs, des démos, etc., pour que le contact rentre en contact avec vous et évidemment qu'on enrichisse votre CRM. Donc, l'idée ici, c'est de bien considérer 3 étapes dans ce qu'on appelle la buyer journey, que Lionel vous détaillera juste après. C'est la découverte du besoin. Donc là, on est clairement dans de la masse, dans du contenu à disposition des cibles. La considération des solutions qui répondent à ce besoin. Et enfin, la prise de décision. Et il va bien falloir que vous adaptiez vos contenus en fonction de là où vous êtes, ou plutôt là où votre cible, votre contact est dans sa maturité d'achat. T'es prêt? Toujours. C'est bon, ça. J'essaye. Allez, c'est parti. Je prends le ballon. Adapter ces contenus au funnel marketing. Donc, petit rappel du funnel, les grandes étapes: sensibilisation au problème, considération et recherche, analyse et comparaison, l'achat et la fidélisation. Donc, ce process connu de tous, de toutes et de tous, implique en fait une adaptation du marketing de contenu à chacune des étapes de ce chemin qui se déploie systématiquement dans le processus d'achat des clients. Alors, bien évidemment, même si on est dans un marketing de masse, comme le disait Alexandra juste avant, au demeurant, la stratégie de contenu va vous permettre quand même d'adapter votre marketing, votre communication, le contenu en fonction de vos cibles. Même si vous faites de la masse sur les personas, au demeurant, vous avez la nécessité d'adapter vos contenus en fonction de votre cible. Et il faut faire évidemment une adaptation selon l'étape dans laquelle vous présentez dans le tunnel d'acquisition. Parler à la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, avec le bon contenu. Donc ça, c'est les 4 grands adages que vous devez avoir en tête systématiquement quand vous construisez votre stratégie de contenu. Évidemment, les différents contenus, les typologies de contenu doivent s'adapter en fonction de l'avancement dans le funnel. Quand vous parlez à un prospect ou à un suspect, vous ne parlez pas de la même chose que quand vous êtes dans une stratégie d'acquisition d'un prospect qui va passer commande ou de fidélisation d'un client existant. Donc, vous êtes dans une approche quasi one-to-one, mais sur des personas qui, derrière, sont massifiés par rapport à votre stratégie.
La meilleure journée, un petit rappel, hein, vous avez 3 grandes briques, la phase de découverte. Donc là, vous avez un client ou un suspect qui est en train qui a une prise de conscience sur un problème ou essaye d'identifier quel est son besoin. Et donc là, on va avoir la possibilité de lui fournir du contenu qui va lui permettre d'aller un peu plus loin dans sa réflexion, ou qui tout simplement peut lui permettre de se poser la question et d'identifier une problématique qui n'est pas du tout identifiée préalablement, mais en le faisant à la lecture de votre contenu. Donc ça peut être un déclencheur intéressant et qui va l'amener jusqu'à vous dans la finalisation du process. Donc là, la deuxième étape, la considération. Votre contact formalise son besoin, donc il vous a écouté, il a lu ce que vous avez poussé, il a consommé votre contenu. Donc là, il est en train de formaliser son besoin et il commence à chercher. Donc si vous avez préalablement attiré son attention sur ce qui a déclenché sa réflexion et que dans un deuxième temps, vous produisez un contenu qui est beaucoup plus précis, qui va commencer à répondre à son besoin. Là, vous êtes dans l'étape de considération et là, vous répondez à son attente. Donc là, il a déjà une idée en tête et vous dites, écoute, voilà ce que moi, je peux te proposer, voilà quelle est notre approche, quelle est notre vision de la problématique et un début de solution. Et dans la prise de décision, là, à ce moment-là, vous êtes dans l'acte de vente. Hein, donc, il a décidé sa solution, il ou elle, et il est en phase finale de closing. Là, vous devez, vous, être en capacité à pouvoir vous positionner avec vos axes de différenciation et le contenu doit intégrer ces données très, très précises avec quelques exemples, hein, du comparatif, les success stories, du témoignage client, de la démo, etc., etc., etc. Donc, on voit bien dans ce process qu'à chaque étape de la buyer journey, vous avez une stratégie de contenu qui peut être radicalement différente, mais qui peut contenir le même fond du sujet ou de votre offre de valeur. Mais la façon dont c'est rédigé doit être complètement faite différemment. Et aussi les types de contenus que l'on propose. Clairement, quand on est dans la phase de découverte, on est vraiment dans une stratégie basique d'inbound marketing qui consiste à mettre à disposition des contenus pour attirer un visiteur, pour sensibiliser un persona à un domaine que vous maîtrisez. Alors, une fois que vous êtes dans la phase de considération, vous êtes dans une phase d'évaluation. Donc, il vous faut des supports supplémentaires et concrets dans la recherche de solutions. Et enfin, quand on est dans la prise de décision, clairement, vous ne cherchez plus la bonne personne. Vous l'avez, vous avez l'entreprise en face, donc il va falloir vraiment être dans du personnalisé, proposer des solutions particulièrement adaptées. Ici, on est dans des contenus qui doivent répondre aux besoins du dirigeant qui est en train de faire son choix de prestataire. Pardon, hein, Oui. je peux changer ? Oui, vas-y. Donc, une grille, je ne vais pas lister tout ce que vous lisez, mais on voit bien que déjà, il y a une diversité importante de ce qui est possible de faire en termes de contenu à chaque étape du funnel. Il y a des sujets, des médias, des leviers qui sont adaptés à l'un, ne le seront pas du tout à l'autre. Donc, inspirez-vous de cette liste pour pouvoir vraiment cibler le bon média, le bon levier pour pouvoir répondre à cet enjeu de personnalisation de votre communication dans ces différentes étapes du funnel. Et là, on est allé un peu plus loin, donc la notion de divertir, éduquer, convaincre, convertir, garder. Et là, on reprend vraiment tous les éléments de la pyramide inversée qu'on a vu tout à l'heure, qui correspond à toute la partie du workflow de transformation d'un suspect vers un client qu'on doit conserver dans la durée. Alors à moi, et pour parler stratégie de contenu, évidemment, on parle stratégie éditoriale. Il est important de mettre en place une stratégie éditoriale parce qu'on n'oublie pas, je crois qu'on le répétera après, mais c'est un média, une ligne éditoriale.
Plus vous multipliez les contenus, plus vous perdez vos interlocuteurs. Donc, il faut bien centrer en tout cas la stratégie éditoriale que vous souhaitez mettre en place en fonction des contenus. Et lorsqu'on parle stratégie éditoriale, on cherche à avoir un équilibre de la production de votre contenu et on tente au maximum de respecter cet équilibre qui s'affiche, qui est le un tiers, un tiers, un tiers. Donc, un tiers de contenu exclusif, pardon, ce sont vos contenus propriétaires, ceux que vous avez rédigés qui répondent à des interrogations marché, à des interrogations de vos clients. Donc là, vous partagez votre vision, vos convictions. Les avis d'experts sont les meilleurs sujets pour faire ce type d'exercice parce que plus vous êtes dans l'expertise et plus vous rassurez, plus vous vous positionnez sur un marché en tout cas. Ensuite, il y a un tiers de contenu réécrit. Pourquoi on réécrit? Pour être, enfin en tout cas pour attirer un maximum d'auditoire. Donc vous pouvez réécrire des choses. Moi, je suis assez fan j'écris un contenu de qualité qui est par exemple un livre blanc et puis je le réutilise en plusieurs supports pour faire passer les messages, pour, disons, enfoncer le clou. Ce qu'on se dit aujourd'hui en marketing, c'est qu'il faut 7 points de contact pour que quelqu'un ait identifié ce que vous faisiez. Sauf qu'il ne faut pas rebalancer 50 fois le même email, il ne faut pas rebalancer 50 fois le même contenu, mais il faut adapter ces supports, les transformer, les modifier. Donc, si vous écrivez un livre blanc, mais n'hésitez pas à réutiliser des parties de ce livre blanc pour en faire un avis d'expert, pour en faire une vidéo teasing, pour en faire une infographie, un article de blog, que sais-je. Aujourd'hui, plus vous multipliez, plus vous martelez en tout cas ces messages, plus ils sont compris et perçus par votre auditoire. Et puis après, il y a un dernier tiers qui est ce qu'on appelle la curation de contenu. Donc, ce n'est pas très joli, mais ça s'appelle comme ça, c'est les termes anglais qu'on a francisés. Mais l'idée, c'est bien ça, c'est faites une veille des contenus de votre marché, de votre écosystème, les journalistes, mais pas que. Vous avez des experts qui interviennent régulièrement sur plein de sujets. Quand on est aujourd'hui dans les sujets de la cybersécurité, vous avez foison d'experts et de gens un peu brillants sur le sujet que vous pouvez pas copier, on ne fait pas du plagiat, mais on peut citer des choses, réécrire en disant je partage, je renforce la prise de position et je légitime comme ça mon expertise. Et ça, vous vous positionnez en expert sur des sujets qui sont déjà valorisés par d'autres personnes. Donc, on continue un petit peu à enfoncer le clou. Et puis, quand on parle production de contenu, ici, ce qui est important, c'est la classification des contenus en fonction du funnel de vente, des contenus associés, du statut. Voilà, donc ça paraît un peu usine à gaz quand on le voit comme ça, mais non, on est bien sur le statut de mon persona qui est de l'inconnu, le prospect, c'est un client, il passe par plusieurs étapes et vous avez beau faire ce que vous voulez, c'est comme ça que ça va se passer. Même vous, à votre niveau, quand vous allez acheter un four, une télé chez Darty, vous passez d'un statut de « je suis personne, je n'ai pas franchi la boutique » à « je suis un visiteur, potentiellement je suis quelqu'un qui va pouvoir acheter une télé et ensuite je deviens un client ». C'est pareil, en B2B c'est pareil. On a ces étapes, en tout cas votre persona va passer, d'ailleurs probablement dans votre CRM, vous avez ces statuts-là. Et puis quand on est sur ces statuts, on a différentes étapes. Les premières qui sont j'attire le client pour qu'il vienne à moi, 2, je le convertis, 3, je conclus. Et pour chaque funnel, vous avez pareil. Vous avez quand j'attire, je sensibilise. Là, je fais de l'éducation, je sensibilise à un sujet. Et la deuxième étape, c'est de susciter un intérêt sur une problématique. On a beaucoup parlé quand on était dans les premières masterclass de la pain, de la gestion de la douleur. Ça marche très bien. Ça veut dire que plus vous sensibilisez un interlocuteur à une problématique qui est la sienne, mais en général, il n'est pas tout seul. Donc, la problématique que vous avez pour un client, vous l'avez pour d'autres. Donc, l'idée, là, c'est de susciter l'intérêt et de dire « Ah oui, ça fait mal là. » Oui, on sait pour telle et telle raison. Plus vous êtes factuel, mieux c'est. C'est-à-dire qu'il y a des études aujourd'hui à foison d'acteurs légitimes d'expertise, par exemple Gartner. Quand vous citez au sein d'une DSI le Gartner, tout le monde dit « Ah non, non, on n'écoute pas », mais en fait, tout le monde regarde quand même. Donc, quand le Gartner dit quelque chose,
En général, on écoute. Donc, travailler avec ce type, en tout cas, d'analyse, d'études. Vous avez des gens comme Marques International, c'est pareil, qui font des études assez intéressantes, assez poussées. Il ne faut pas hésiter à s'en servir. Et puis ensuite, pour convertir, voilà, vous allez plus valoriser ce que vous faites et expliquer comment est-ce que vous allez pouvoir apporter en tout cas votre brique d'expertise et pour résoudre la problématique du client. Et plus vous êtes dans le funnel, plus vos contenus deviennent pointus, c'est-à-dire plus vous êtes dans l'expertise. Donc les contenus associés, bah, c'est facile, quand on est dans de la sensibilisation, on est quand même beaucoup sur des choses très visuelles, il faut attirer. Donc qu'est-ce qui attire le plus? On l'avait vu dans la masterclass des messages clés, si je ne me trompe pas, on avait vu qu'aujourd'hui, la majorité de la population est visuelle. Donc, s'il y a des visuels, évidemment, pour attirer, il va falloir leur proposer des contenus de type visuel, du carrousel, de l'infographie, etc. Et puis après, plus on va avancer dans l'entonnoir, plus on va chercher à donner des choses un peu pointues. Ce n'est pas la peine d'aller parler des bonnes pratiques du SEO si la personne ne sait pas ce que c'est que du SEO. Vous voyez, c'est ça en fait l'idée, c'est que plus on va rentrer dans le funnel et plus on va être technique. Et puis après, quand on commence à parler podcast, il faut vraiment que le client ait envie de considérer ce que vous faites. Moi, typiquement, je ne m'intéresse pas du tout à je ne sais pas quel sujet, je ne vais pas aller écouter des podcasts sur le sujet. C'est-à-dire que les podcasts que j'écoute, c'est parce que j'ai un intérêt sur un sujet en particulier. Sinon, d'ailleurs, je ne les vois même pas passer, puisque ça ne m'intéresse pas. Et ensuite, vous avez tout ce qui est donc les webinars, les visioconférences, etc., etc. Donc là, vous êtes vraiment très centré sur ce que vous pouvez proposer jusqu'à la démo. Voilà, donc on montre bien ici que le funnel est de plus en plus, en tout cas vos contenus sont de plus en plus pointus en fonction de là où vous êtes dans le funnel de vente. Et puis les moyens pour utiliser ça, c'est dans les premières parties, c'est tout ce qui est blog, SEO, réseaux sociaux, médias. Ensuite, vous avez le site web, donc là on convertit, donc les call to action, les landing pages, les formulaires, etc., etc. Et puis après, la dernière partie, une fois que le client, c'est lui apporter des outils. Ça, c'est intéressant, les outils de scoring, ça, les clients adorent, mais il faut pouvoir le faire, ce n'est pas toujours évident. Et puis, il y a cette brique qu'on appelle le lead nurturing, qui est, j'ai un client et puis je le choisis. Donc, je lui propose des contenus en fonction de ses centres d'intérêt, en fonction de là où il est client, etc., etc. Donc, plus la personne est connue de votre organisation, plus l'expertise doit être pointue pour s'inscrire dans le filtre de vente. Moins la personne est connue, plus on va chercher à capter son attention avec des contenus dynamiques, modernes, etc. Donc, ayez bien en tête ce funnel de vente versus contenu associé, et puis ce petit entonnoir qui dit plus je connais le client, plus j'ai besoin de lui mettre à disposition des contenus pointus, d'expertise en tout cas. Je repasse la main? Je la reprends. Je crois que c'est toi, oui. Tout à fait. Alors, les réseaux, un vaste sujet. Alors, oui, vas-y, c'est bon, tu peux y aller. Alors, ça, c'est une slide qui est vraiment très intéressante. Je pense que personne n'a vraiment perçu la notion de durée de vie de tout ce que l'on fait. Je pense qu'on se pose tous la question, mais cette réponse est assez intéressante. On voit quand même que sur un blog, en moyenne, la durée de vie d'un contenu est égale ou supérieure à 2 ans, et à l'autre extrémité, un tweet, c'est 18 minutes. Alors, quand on raisonne ROI, retour sur investissement d'une publication, d'un contenu, il est bon de choisir le bon média. Et tout ça est en rapport avec son objectif de communication. Je peux passer? Pardon. Oui, pardon. Alors on a fait une petite update, toujours intéressant de ressortir un petit peu l'état des lieux, des tendances du nombre d'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux. Là, c'est dans le monde en millions depuis 2017. Et on voit en 2022, enfin depuis 2020, TikTok qui est en train de faire la plus belle croissance qu'on peut constater depuis quelques années. C'est assez... alors ça touche évidemment une population plutôt junior, hein, TikTok, mais derrière, du coup, en termes de business, il y a une audience qui est juste colossale et il y a beaucoup de choses à faire. Bon, évidemment, là, on parle de B2B, mais en B2C, ça, c'est des sujets qui sont percutants. Facebook est toujours en tête. Hein. Ah ouais, voilà, les vieux. Hein. On est vieux.
Voilà, et Population vieillissante. voilà, c'est ça, on vit plus longtemps, donc nos pages Facebook existent toujours. Mais et j'ai les mêmes stats, on les a pas montrés là sur la France, et c'est exactement la même chose. Hein, et de loin, Facebook reste le premier réseau social en France. Bon, évidemment, en ce qui nous concerne sur la partie B2B, LinkedIn reste un média important. On va le voir un tout petit peu après. Alors, parlons-en. LinkedIn, les chiffres sont intéressants. On le sait, LinkedIn aujourd'hui a remplacé les agences de recrutement. C'est le CV moderne que tout le monde utilise. C'est 20 millions d'offres d'emploi. Il y a 6000 personnes qui trouvent un job par jour. Je ne me rappelle plus les chiffres à l'heure ou à la journée, à la seconde ou à la minute. Bon, j'ai pris celle des jours, mais c'est juste hallucinant. Donc aujourd'hui, une des principales utilisations, évidemment, c'est la recherche d'emploi. Mais c'est ce qui fait la force de LinkedIn, c'est qu'aujourd'hui, LinkedIn possède une cartographie individuelle de chacun de ses utilisateurs qui est juste d'une richesse hallucinante et qui permet justement en fonction de tout ce qui est de tout ce qui remonte dans le parcours de chacun, de pouvoir avoir un ciblage extrêmement précis, parce qu'il y a les fonctions, il y a les entreprises, il y a les secteurs d'activité, il y a les métiers, il y a voilà, un certain nombre de choses qui permettent en fait un ciblage très très précis. Donc c'est à la fois évidemment avant tout la recherche d'emploi, mais c'est aujourd'hui un média extrêmement utilisé pour plein d'autres choses et pour aller chercher du business. La formation, c'est 1 million d'heures de contenu de formation regardées chaque semaine. Donc, c'est quand même colossal. En France, 26 millions de membres, 12 millions d'utilisateurs actifs, 13 millions de visiteurs uniques par mois. Je ne vais pas tous les lire. Mais si on s'arrête sur les entreprises, il y a quand même 500 000 entreprises françaises qui ont une page LinkedIn. Ça ne veut pas dire qu'elle est bien faite, bien utilisée, mise à jour, mais ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, c'est quand même un premier pas qui démontre la maturité de ce réseau et surtout l'intérêt porté par ce réseau par les entreprises. Soyons honnêtes, si les entreprises se penchent sur LinkedIn, c'est qu'avant tout, l'ensemble des dirigeants et les employés ont une page LinkedIn et qu'on revient aux fondamentaux, c'est-à-dire c'est au départ l'identité numérique de chacun d'entre nous pour son parcours professionnel, qui est le principal axe d'utilisation individuelle. Mais 84% des décideurs B2B utilisent LinkedIn pour d'autres usages. On ne va pas parler de social selling, mais aujourd'hui, les outils proposés par LinkedIn en social selling sont juste hyper puissants en termes de ciblage. Alors, il y a des contraintes, il y a de coûts, de volume, mais c'est quelque chose de très, très, très puissant. Du côté de nos amis et de nous-mêmes du marketing, voilà, on est 81% à partager du contenu sur LinkedIn tous les jours. Il y a 2 millions de publications quotidiennes. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez volumique, mais avec une segmentation très importante et qui peut être très, très qualitatif. Les décideurs sont sur LinkedIn parce que les décideurs portent la voix de leur entreprise, comme les pages de leurs entreprises. Donc aujourd'hui, c'est un média très, très pertinent pour aller chercher les décideurs. Et après, si je peux juste préciser, parce que Bien sûr. la partie contenu aujourd'hui est ce qui nous intéresse plus particulièrement, pourquoi on vous donne tous ces chiffres sur LinkedIn, c'est pour que vous adaptiez les formats. Aujourd'hui, ce que l'on constate, alors ça change tout le temps sur LinkedIn parce que les algorithmes bougent tout le temps. Une fois que vous avez bien trouvé un algorithme, LinkedIn le change pour ne pas créer d'habitude de consommation, etc. Aujourd'hui, le carrousel, c'est ce qui fonctionne le mieux sur LinkedIn. Autrefois, c'était la vidéo. Maintenant, c'est le carrousel. Les gens, les utilisateurs actifs de LinkedIn sont friands de carrousel. Ça fonctionne très, très bien. Et l'affichage est différent, c'est ça, n'oubliez pas ça. L'affichage est différent en fonction de si vous utilisez LinkedIn sur votre mobile ou sur un ordinateur. Aujourd'hui, on utilise à dominante sur le mobile. Donc, ne négligez pas ce device. C'est hyper important. Et plus vous publiez des choses, voilà, adaptez bien vos formats en fonction de LinkedIn. Donc, on voit bien ici les contenus qui fonctionnent. L'article, ça marche beaucoup moins bien que le carrousel ou le document PDF. Alors, le document PDF, quand on parle de document PDF, souvent, c'est du CV. Donc, ça n'est pas forcément adapté à votre
en tout cas à votre communication, si vous êtes plutôt dans l'e-réputation. Le document, pourquoi on dit PDF? Parce que les gens dominent, enfin en tout cas partagent en masse leur CV, et c'est au format PDF. Et puis après, il y a le rythme de publication. On ne poste pas tous les jours, ça ne sert à rien parce que sinon on cannibalise. Donc aujourd'hui, on dit 2 c'est bien, 3 c'est maximum. Par 18 heures, voilà, ne multipliez pas les posts dans LinkedIn en ayant l'impression que vous allez inonder et que tout le monde vous verra. Pas du tout, ça marche pas comme ça. Donc il vaut mieux du bon contenu de manière régulière et une fois par semaine, plutôt que des posts en masse sans ligne éditoriale pour publier pour publier. Merci Alexandra. Pardon. Et je vais préciser encore, parce que c'est vrai que c'est quand même le média qui nous occupe le plus, il faut passer du temps dessus un petit peu. Je te rejoins sur la notion de rythme de publication qui doit être régulier, et vous devez habituer votre audience à un rythme. Que vous le fassiez tous les mardis matins et tous les jeudis matins entre 7h et 8h30, ça pose aucun problème, bien au contraire. Vous pouvez créer un rendez-vous si vous commencez à avoir une bonne audience, et les gens vont venir vous consulter s'ils apprécient vos contenus. Donc cette notion de régularité, la clé, c'est s'inscrire dans la durée. C'est parfois frustrant, on voudrait dire plein de choses, il y a des actus qui arrivent, on voudrait les donner, mais non, il faut en garder sous le pied et se diversifier sur le sujet. Et soyez vigilants à un sujet, c'est qu'en ce moment, LinkedIn déteste quand on fait du replay, renvoyer à un article. Donc, si vous avez une page entreprise et votre page à vous, vous prenez le même contenu, mais vous changez votre texte. Vous ne prenez pas la page de l'article qui est sur votre page d'entreprise pour, à titre personnel, et l'inverse est vrai, le replayer, je ne trouve pas le terme, le relayer, pardon, en disant, en mettant un petit mot. Non, vous reprenez le même article, vous changez le texte d'accroche pour éviter le duplicate content, et là, ça marche. Il y a 1 an, 2 ans, LinkedIn adorait quand vous relayiez les contenus. Voilà, et c'est juste ce que disait Alexandra, c'est-à-dire que ça change pour éviter les habitudes. Et maintenant, juste pour conclure, LinkedIn adore le contenu propriétaire. Donc, Ouais, typiquement, vos vidéos que vous avez évidemment hébergées sur YouTube, quand vous faites un post avec une vidéo, vous ne faites pas un lien vers cette vidéo, vous l'embarquez, vous l'intégrez tout à fait. complètement à votre post. Il vaut mieux avoir 2 sources sur une vidéo avec un reach qui est beaucoup plus important, plutôt que de mettre que sur YouTube. Et puis, tant pis. Je ne sais pas si vous savez aujourd'hui, mais le mot-clé le plus cherché sur Google, c'est YouTube. Donc, ne négligez pas les différentes sources. Oui, il y a LinkedIn, oui, il y a les vidéos sur YouTube, mais n'hésitez pas, en tout cas, surtout, embarquer les contenus propriétaires. Alors, peut-être que ce qu'on est en train de dire aujourd'hui ne marchera plus demain. C'est le risque avec LinkedIn, mais en tout cas, aujourd'hui, à date 2023, il vaut mieux intégrer, embarquer ces vidéos directement dans LinkedIn. Alors Twitter, j'ai entendu ce matin que le 12e abonné de Twitter quittait avec fracas l'environnement de Twitter. Alors on le sait tous pourquoi, à cause d'Elon Musk et la façon dont il est en train de traiter le média. Et en fait, c'est l'inventeur du hashtag. Ce gars-là, je ne sais plus son nom, c'est un Américain, c'est lui qui a développé le concept du hashtag et qui, évidemment, tout le monde utilise maintenant. Donc, tout ça pour illustrer le fait que Twitter, dans le monde du B2B, ce n'est pas adapté à une stratégie de contenu qualitatif sur la durée. C'est parfait si vous êtes dans un positionnement où vous cherchez des influenceurs. On est dans une approche qui est différente, vraiment complètement différente de LinkedIn. Au demeurant, ça reste un réseau, même si depuis le rachat par Elon Musk est assez, remis en question sur plein de sujets au niveau de l'éthique, la morale et des valeurs, et qu'il y a quand même une attrition très forte qui s'opère sur le sujet. Au demeurant, c'est quand même 326 millions de users actifs par jour. Donc, du coup,
soyez très vigilants sur le positionnement que vous allez avoir sur Twitter. Vous avez vu la durée de vie de l'information d'un post sur Twitter. Je ne me rappelle plus ce que c'était, mais c'est 2 heures, hein, je crois. Hein. Donc, Non, 18 minutes. 18 minutes, ouais, je ne me rappelais plus. Donc voilà, vous comprenez bien que vous n'allez pas être dans une stratégie de fidélisation, d'acquisition de clients à travers de la publication de contenu à valeur sur Twitter. Et puis aujourd'hui, regardez ce qui est écrit là, Why do you follow me? Them, pardon, c'est to get discount. Donc les gens qui sont sur Twitter vont aller chercher des infos pour aller chercher du discount. C'est un positionnement qui, pour ma part, je déconseille à mes clients dans le B2B, sauf si c'est des gens, et j'en ai pas, qui sont dans une stratégie de leadership très fort, qui doivent exprimer une opinion, qui doivent générer des tendances fortes et occuper le terrain de façon régulière, même avec des choses à valeur. Là, oui, si c'est du journalisme, si des choses comme ça, oui, ça a du sens. Mais pour acquérir des clients sur Twitter, je sais pas, Alexandra complétera peut-être, mais ouais, moi je le déconseille plutôt. Oui, moi aussi, je le déconseille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je préfère qu'on fasse bien du LinkedIn, qu'on n'aille pas sur Twitter. Sur Twitter, il n'y a rien de pire que si vous commencez à rentrer dans Twitter et que vous postez 2 trucs, et après, enfin, vous tweetez d'ailleurs, 2 trucs. Après, ben, vous n'avez plus rien à dire. Extrêmement chronophage. C'est le rendez-vous des journalistes et des influenceurs. Et quand on dit influenceurs, évidemment, il y a Kim Kardashian, mais B2B, on ne parle pas de ces influenceurs-là, on parle de cerveaux du CAC 40, de gens qui du contenu tout le temps, qui suivent des choses. Donc, si vous n'avez pas ce type de personnalité dans votre entreprise, si vous avez un leadership fort, appuyé, des convictions, une stratégie renversante, etc., vous allez perdre, c'est chronophage, vous allez perdre beaucoup de temps. Et en plus, sur le terme, vous allez, le retour sur investissement est pas terrible. Donc, moi, je trouve que oui, vous pouvez épingler une publication sur votre profil, c'est une piste pour la mettre en valeur. Mais encore une fois, si vous n'êtes pas prêt à aller plus loin ou à régulièrement, moi, je suis d'accord avec Lionel, il ne faut pas y aller. Très bien. Je crois que c'est à ton tour, il me semble. Non. Non, oui, alors non, ça fait partie. Non, c'est à moi de bosser encore. Je me suis dit, tiens, allez, je fasse le ballon. En plus, tu continues normalement. Oui, tout à fait. Oui, absolument. Donc, les 3 composantes à considérer essentielles sur les réseaux sociaux, c'est votre identité numérique. Hein. Ce que vous communiquez, c'est ce que vous êtes. Donc, vous devez fournir un discours cohérent et c'est vraiment la marque, votre marque. Si vous apportez donc aussi une approche sur une démarche analytique, et que vous êtes actif dans les échanges et que vous participez à des échanges avec vos parties prenantes sur les réseaux, bah là, vous aurez une capacité à booster vraiment vos contenus. On ne laisse pas un commentaire errer dans les limbes du web. On essaye d'y répondre, qu'il soit positif ou négatif. C'est un acte qui vous permet d'exister, de communiquer. Donc, c'est quelque chose de très important. Et là aussi, vous êtes en capacité à pouvoir engager, échanger autour de votre ADN et de votre identité de marque avec les influenceurs qui tournent autour, d'aller chercher des gens qui ont une forte audience pour pouvoir vous associer à eux et qu'ils associent leur image à votre marque. Et après, c'est toujours toi. La stratégie, je bosse aujourd'hui en fait. Ouais. Et en fait, il y a 2 chapitres qui s'appellent stratégie éditoriale, je ne sais pas pourquoi, c'est une erreur. C'est pour ça que, ok, d'accord. Alors, évidemment, il y a différents types de contenus, il y a différents types de médias, on l'a vu jusqu'à maintenant. Et évidemment, on a vu précédemment qu'il fallait adapter les contenus aux différents médias. Alors, plusieurs types de contenus. Les contenus froids,
Bon, voilà, on est sur des choses qui sont construites, qui ont une durée de vie très très longue et qui vous pouvez réexploiter dans le temps. Moi, j'ai un exemple dans une de mes anciennes sociétés. J'avais fait un post sur qu'est-ce qu'une prise RJ45. Alors, ça peut faire rigoler aujourd'hui, mais c'était en 2004 ou 2005. J'ai fait des millions de vues sur ce truc-là pendant 15 ans, sur ce petit post. Et donc, du coup, voilà, il y a des choses qui peuvent être réexploitées et qui peuvent qui peuvent vous apporter du ROI. Alors évidemment, là, c'est un exemple un petit peu atypique, mais vous devez, à travers ces contenus stockés, ces contenus fixes ou dits froids, ben, être en cohérence avec votre image aussi, la stratégie de votre entreprise, et ça vous engage dans le temps sur la promotion de votre marque. Les contenus plus dynamiques, chauds, c'est des choses qui sont plus liées au contexte, à l'actualité, mais qui impliquent que vous soyez toujours présent. Encore une fois, si on en revient sur la stratégie éditoriale et surtout le cadencement de la publication, il est important de régulièrement communiquer, mais pas trop. Et puis, si vous vous engagez sur, comme on le fait nous, avec vous depuis maintenant bientôt un an, toute une série de masterclass, si vous faites l'analogie avec les réseaux sociaux, vous commencez à publier des choses en disant épisode 1 et épisode 2 à venir, épisode 3 à venir, ça peut être une très bonne stratégie, mais il faut les faire. Donc, vous devez absolument vous inscrire dans une dynamique, mais vous devez être présent. Donc, ça doit aussi attirer votre attention sur le fait que ça implique du temps, que c'est efficace, mais ça peut être chronophage. Par contre, c'est intéressant parce que ça vous offre tout le temps du contenu nouveau pour vos visiteurs, ça vous permet de fidéliser parce que ça crée de l'appétence. Donc, voilà, 2 stratégies différentes en fonction des contenus éditoriaux. Alors, next slide, oui. Voilà. On aime bien nous faire avec Alexandra des étapes, des bullet points, en tout cas des points qui sont de synthèse qui vous permettent de retenir les grandes thématiques, ce qu'il faut retenir. Donc, pour construire votre stratégie éditoriale qui soit efficace, déjà, il faut contextualiser. Donc, vous faites l'inventaire de ce que vous avez et vous définissez des objectifs dans votre stratégie éditoriale. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Augmenter votre audience, acquérir des clients, avoir une stratégie de branding, etc. Vous devez au préalable avoir une stratégie, mais ça on l'a vu dans les précédentes masterclass. Ensuite, vous identifiez votre cible. Vous n'êtes pas dans un marketing de masse, même si c'est un marketing de masse, vous avez des personas, donc vous ciblez votre audience. Le planning, indispensable, on l'a vu, hein, il y a des contenus chauds, des contenus froids, il y a de la récurrence. On a évoqué la notion de, vous le faites, vaut mieux le faire 2 fois par jour, 2 fois par semaine, pardon, mais voilà, mais le faire pendant un an plutôt que de faire 10 fois par semaine et puis être sur 3-4 mois. Ça, c'est une évidence. Et faites la promotion de vos contenus. Votre contenu, si vous le posez là, si vous ne l'animez pas, si vous n'allez pas plus loin que ça, oui, il va vivre, il va être consommé, mais relayez, poussez, faites du sponsorisé sur LinkedIn sur vos contenus si c'est pertinent pour vous. Il faut en faire la promotion, c'est quelque chose qui est vivant, vous devez le faire. Et bien évidemment, faut mesurer. Parce que si vous avez un objectif en amont, vous menez une stratégie, il faut mesurer si elle est performante pour mettre en place les actions correctives. Donc, on est somme toute dans une démarche assez classique, mais ces 5 étapes sont vraiment très importantes. Et surtout, Alexandra l'a déjà dit, mais je le répète, un média égale une ligne éditoriale. Et ça, c'est essentiel. Bien rédiger ses contenus. Et je vais commencer par la fin, penser expérience utilisateur. Ça, c'est vachement important. Réaliser une étude de mots-clés. Quand vous rédigez des contenus, vous pouvez avoir plusieurs stratégies. Et là, je vais au point 5, mais préalablement, définissez une stratégie sur votre volonté ou pas que votre article soit SEO friendly. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez que votre contenu remonte dans le référencement naturel, il faut avoir une stratégie avant de rédiger, c'est-à-dire que vous devez réfléchir aux mots-clés que vous allez intégrer dans votre contenu.
Bien évidemment, vous choisissez des sujets pertinents, intéressants pour vos cibles et qui correspondent à ce qu'ils recherchent. On revient à la notion de funnel évoquée par Alexandra au début de la présentation. Évidemment, quand vous êtes en phase dans les premières phases, vous devez absolument essayer de vous caler aux préoccupations de votre cible. Après, identifier les thématiques à rédiger selon vos priorités. Vos priorités ne seront pas forcément celles du marché et elles seront étroitement liées à la stratégie qu'on a vue dans la slide précédente. Cohérence, régularité, trouver le bon équilibre. Vous pouvez jouer là-dessus, mais soyez vigilants dans cette approche-là. On a parlé du SEO. Évidemment, l'idée, c'est de vous mettre en valeur. Mettez en valeur votre marque, votre expertise. N'oubliez pas l'objectif final, c'est de faire du business, c'est de créer de la valeur. Donc, vous devez mettre en avant ce que vous vendez. Et réfléchissez dans une rédaction, vous n'écrivez pas un roman. Moi, c'est tous un peu rédacteurs dans le marketing. Voilà, il faut avoir des bons réflexes, une stratégie de synthèse. Vous devez produire du contenu qui doit être lu et consommé assez rapidement. Et en plus, s'il est couplé à la stratégie de SEO, il doit intégrer des mots-clés spécifiques. C'est pas toujours facile, mais en tout cas, c'est un exercice que vous devez apprendre à faire pour être tout simplement efficace. Alors, tiens, Alex, je te laisse l'expliquer. Allez, on me Là, propose de ouais, danser ça vient maintenant. de chez toi, donc Eh bien, dansons maintenant. voilà, tout à fait. L'idée, c'est de résumer un petit peu ça avec une playlist qu'on avait mis en booster vos contenus LinkedIn que vous pouvez télécharger sur le site web de NSync pour ne bien considérer ce que c'est que la curation de contenu, les hashtags, les liens externes. On ne fait pas de pub, il n'y a rien de pire sur LinkedIn que de faire de la pub. Ce n'est pas une marketplace, etc., etc. Donc là, c'est un peu petit forcément parce que c'est censé être un poster, enfin un petit poster. Mais je vous invite à la télécharger directement sur le site web de Creative and Thinking. Et puis du coup, on enchaîne, méthodologie et planning. Une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a bien vu ces contenus, Lionel disait l'importance de l'univers sémotique avec ne négligez pas l'univers vous en avez besoin pour utiliser vos contenus dans votre site web WordPress ou équivalent avec des plugins ou en tout cas des choses Yo, ce type de choses. Vous avez besoin de cet univers sémantique. Le même exercice quand vous travaillez vos contenus. C'est vraiment important. On fait du contenu, il faut des parties prenantes, il faut des gens. Ce n'est pas le marketing qui écrit tous les contenus de tout le monde. On n'est pas expert de tous les sujets, on a besoin d'experts. Donc, on définit des rôles par personne. Ça ne veut pas dire qu'il me faut, combien il y en a, 6 personnes. Le chef de peut-être le responsable marketing, le comité de relecture peut être une partie du comité éditorial et, et de l'expert par sujet. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir ici, c'est on a un chef de projet, celui qui pilote, qui s'assure de la régularité, qui synchronise les intervenants. Ça, c'est important qu'il y ait quelqu'un qui centralise ça, sinon vous êtes certain que ça ne marchera pas, la production de contenu. Si vous n'avez pas quelqu'un qui suit et qui booste les différents intervenants, il ne se passe rien. On le sait, en marketing, oui, j'ai besoin d'un avis d'expert là-dessus. Si vous ne le pas, vous ne le verrez jamais. Mais on est bien dans une ligne éditoriale, on est bien dans cette dynamique-là. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le comité éditorial, c'est lui qui définit la ligne, qui valide les sujets, que ce soit sur de la stratégie du corporate, de l'expertise ou de la vie de l'entreprise. En général, il y a un contributeur clé par sujet, mais en fonction de la taille de l'entreprise, celui qui fait stratégie corporate, vie de l'entreprise peut être la même personne. Et puis, vous avez des experts. Et ces experts par sujet, ce sont eux qui valident le sujet d'expertise, c'est-à-dire qu'ils vont des contributeurs, et puis c'est eux le coup de tampon sur ce sujet-là, c'est OK, ça me va. Il est garant d'expertise technique en marketing quand on travaille sur le marketing produit, mais on ne peut pas avoir un niveau de granularité et d'expertise sur tous les sujets. Plus vous êtes dans des technologies pointues, plus c'est difficile d'être expert sur tous les sujets. Donc, n'hésitez pas à identifier des personnes dans votre entreprise qui sont ce petit label technique, qualité technique.
Et puis après, les contributeurs, c'est ceux qui vont discuter. Donc, vous avez la rédactrice. Il y a des contributeurs qui, par exemple, peuvent être interviewés. Ce n'est pas eux qui rédigent, mais ils sont interviewés. Ou à l'inverse, des experts qui peuvent rédiger des choses. Évidemment, il y a un comité de relecture, hein, donc ça peut être le chef de projet, le comité éditorial, le responsable marketing ou que sais-je, et puis le responsable marketing, en tout cas celui qui est responsable de la diffusion des contenus, qui s'assure surtout de la cohérence d'ensemble avec la ligne globale, en tout cas éditoriale, la stratégie globale de l'entreprise. On ne va pas avoir un ton hyper décalé quand on est dans une entreprise très traditionnelle, très conservatrice. Ça ne marche pas. Il faut quand même que cela véhicule votre ADN. En revanche, si vous êtes dans une entreprise qui ose des choses, qui accepte de se mettre un peu en risque, modéré bien sûr, mais justement, vos contenus doivent être le reflet de qui vous êtes. Donc, c'est important qu'il y ait un espèce de garant qui s'assure de ça et qui valide que ces contenus sont diffusables en dehors de l'entreprise. Oula, je suis allée un peu vite. Et puis ensuite, il faut mettre en place un planning de production. Donc là, je vous ai mis un planning de production dans un fichier PowerPoint pour qu'il soit facile à voir, etc. En général, ça se passe sous Excel. Mais si je commençais à vous partager un planning de production sous Excel, je pense que vous auriez décédé dans pas longtemps. C'est assez imbuvable, en tout cas, mais ça permet de suivre les sujets. Ici, j'ai un planning. Donc, je lance mon sujet. Donc, on a mis du 2020 parce que ça vient d'un client et comme c'est assez vieux, je peux vous le partager aujourd'hui. Mais l'idée, c'était de présenter aux différentes parties prenantes le projet de création de contenu, en tout cas de stratégie digitale. Donc, on lance le projet, on a ce comité éditorial qui définit la stratégie et qui se réunit tous les 6 mois, tous les 3 mois, en fonction de sa cadence, en fonction de ce qu'on est capable de faire. Et ensuite, vous partez en campagne. Et vous ne partez pas en campagne sur tous les sujets en même temps. Vous allez perdre vos interlocuteurs. Donc là, ici, cet exemple, c'était un intégrateur autour des ERP. Donc, ils ont 3 ERP. Donc, on a dit, on commence par Oracle, ensuite, on ira sur SAP et puis on finira sur NetSuite. Voilà. Mais l'idée, c'est mélangez pas tout. Quand vous êtes sur du LinkedIn, on ne peut pas tout faire en même temps. C'est-à-dire que sinon, vous perdez un peu votre auditoire. En revanche, sur le blog, vous pouvez, vous pouvez démarrer une campagne en parallèle. Mais attention à LinkedIn, c'est important. Sur votre site web, vous pouvez avoir différents sujets. Vous pouvez traiter un peu tous les sujets. Et puis après, il y a une partie contenu, marque employeur, vie de l'entreprise. Donc là, c'est important de régulièrement publier des contenus, que ce soit ce qu'on appelle les sujets marronniers, donc les vœux, l'été, etc., que des choses un peu plus profondes, en tout cas un peu plus liées à l'actualité de l'entreprise. N'hésitez pas à poster vos offres sur LinkedIn et puis aussi sur votre site internet. On pourrait retrouver les offres que vous avez à l'année parce qu'il y a des entreprises qui recrutent, par exemple, des profils, des consultants ERP fonctionnels, techniques et fonctionnels à l'année. Donc, vous pouvez avoir des offres sur votre site et puis faire un petit coup de boost sur LinkedIn. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, LinkedIn, c'est comme le disait Lionel en préambule, c'est vraiment l'arme fatale, je dirais, du recrutement. Alors, il y a aussi du Welcome to the Jungle, il y a aussi plein d'autres choses, Glassdoor, etc. Mais en tout cas, il faut que vous multipliez les supports. Et puis, votre site web, il faut qu'il soit à jour tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a rien de pire qu'un événement qui traîne pendant 20 plombes où on peut s'inscrire alors que ça fait 6 mois qu'il est terminé. Ça ne sert à rien. Soit vous mettez le replay, soit vous arrêtez. Mais voilà, donc là, c'est pour vous montrer un peu une overview de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut mettre à disponibilité. Donc, vous voyez que sur du sujet d'expert, on peut faire un e-book, on peut faire un avis d'expert, on peut faire une infographie, une vidéo. Voilà, multiplier les contenus pour capter un maximum d'auditoire. Et puis après, quand on parle rythme, quand on est dans le rythme de diffusion, on a, comme je disais, une campagne majeure par trimestre. Après, si vous n'avez qu'un seul sujet,
vous adapterez. Mais en tout cas, pour ce client-là, c'est comme ça que on a fait les choses. Et puis après, vous avez des contenus que vous allez pouvoir décliner. Donc moi, je vous le disais, moi, je suis très fan de l'e-book déclinable. Je me concentre un bon coup pendant un semestre sur un e-book. Et puis après, je récupère toute la matière que je décline en un article, en blog, en infographie, etc., etc. Donc là, on est dans du sujet d'expertise. Et puis pareil, quand vous allez, je ne sais pas, en ce moment, il y a eu l'Oracle World, quand vous allez sur ce type de salon, mais rien ne vous empêche de poster des contenus en disant voilà ce que j'ai appris, voilà ce qui est intéressant, voilà la nouvelle tendance. Au contraire, commenter l'actualité, il y a rien de mieux. Alors ça, en termes de rythme, c'est difficile parce que c'est lié à une activité, enfin à un salon par exemple. L'Oracle World, c'est une fois par an, donc vous ne pouvez pas le faire tout. Et après, c'est le contenu, la vie de l'entreprise. Donc, on prévoit 2 post-blogs par mois sur LinkedIn pour parler d'une vidéo d'une soirée que vous avez fait, de l'actualité de l'entreprise, de partenariats, d'annonces X ou Y. Et puis enfin, vos contenus RH, donc c'est un post-blog par mois maxi, parce que sur cette visibilité candidat, là, on est vraiment dans le relais d'annonces recrutement. Ça ne sert à rien de balancer des annonces toutes les semaines. Vous allez être inondé, puis vous allez être inondé de candidatures, pas que de gens en France, parce qu'il y a aujourd'hui une grosse tendance, c'est que quand vous postez des annonces sur LinkedIn, en particulier dans l'IT, vous avez beaucoup de réponses de l'étranger, de gens qui veulent venir travailler en France. Alors, je ne dis pas ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais du coup, ça fait beaucoup de contenu, parce que vous avez une portée worldwide. Du coup, vous récupérez une masse de CV. Moi, j'ai l'exemple sur le marketing. Alors, vous ouvrez une annonce sur du marketing dans l'IT, vous avez 200 CV jour. Quand l'annonce est bien faite, moi, j'ai été obligée de fermer des annonces parce que j'avais trop de candidatures et que je ne pouvais pas les traiter. Voilà, donc tout ça pour dire que ce qui est important, et je vais m'arrêter là parce qu'en plus il est 32, c'est cette régularité. Mettez les choses sur le papier, dressez un planning, dressez le planning de production, le planning de diffusion, et tenez-vous, il faut s'y tenir. C'est-à-dire que rien de pire, comme disait Lionel, qu'une communication qui s'arrête parce que vous n'avez plus rien à dire, parce que vous avez tout dit le premier mois. Du coup, on va essayer de retrouver Julien. Ou pas? Oui, Ah, je suis là. Oui, est-ce qu'il y a des questions? Là, j'en vois pas sur le chat. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Oui, si vous n'en avez pas, ça veut dire qu'on a été très très clair et c'est quand même une bonne nouvelle. Tout à fait. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Ou alors que vous êtes endormi, ce qui serait la moins bonne nouvelle. Mais bon. Non, on est avant le repas. Ça aurait été en début d'après-midi, ça aurait été plus compliqué. C'est pas faux. Voilà. Donc, l'idée ici, c'était vraiment, on a essayé comment dire, de vous livrer toutes les petites techniques, en tout cas de structurer un peu votre pensée. Évidemment, on ne peut pas aller dans le détail de la rédaction de contenu, des mots-clés que vous devez choisir, etc. D'abord parce qu'il faut contextualiser. Chaque entreprise a sa stratégie de contenu et on ne peut pas vous faire quelque chose de générique. Mais il y a quand même des bonnes pratiques. C'est cette loi des 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, de comment est-ce que je travaille mon univers sémantique, et toutes les masterclass que l'on a fait avant, que ce soit sur les personas, les messages clés, etc., vous permettent d'alimenter votre production de contenu aujourd'hui. S'il n'y a pas de questions, peut-être qu'on peut présenter les prochaines dates, Julien. Oui, mais du coup, prochaine date, ce sera le 1er juin, jeudi toujours, de 11h30 à 12h30, avec le plan marketing. Et la suivante, ce sera les outils du marketing. Du coup, toujours un jeudi, toujours de 11h30 à 12h30, et ce sera le 6 juillet. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour cet atelier. Bravo encore Lionel pour ton post au million de vues sur le câble RJ45. Ouais, j'en suis très fier. Parce que franchement, ça n'envoie pas du rêve quand même. 15 ans de travail, et puis c'est toute une vie.
Pas mal. Et du Ah oui, coup, vous allez recevoir bientôt, très prochainement, un email avec le lien de la page dédiée à notre Factory et le programme pour vous inscrire au prochain rendez-vous et l'accès au replay de la masterclass sur la stratégie de contenu. Mais voilà, c'est tout pour nous. Et merci merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup, bon Merci, bonne appétit à journée. ceux qui déjeunent et à bientôt. À très À bientôt. bientôt.